Hello tout le monde, c'est Déborah de Daily Debbie et j'espère que vous allez bien. On parle beaucoup de la vie après la pandémie, donc on va parler de l'Ukraine, du télétravail, de l'inflation, des joggers, du Covid qui sont enfin passés à autre chose, on vous voit. Mais est-ce que tu t'es déjà demandé quelles étaient les habitudes que tu avais avant le confinement que tu n'as plus maintenant? Je me suis posé la question avant de te la poser, faisons les choses dans l'ordre. Et personnellement, je trouve que j'apprécie plus les moments où je suis chez moi, les moments où je suis seule. Et j'ai également beaucoup plus de crises d'angoisse, mais ça, c'est un autre débat. En tout cas, il y a un point sur lequel les recherches et les statistiques sont d'accord, on passe plus de temps sur les réseaux sociaux. Déjà, il y a eu le boom de TikTok qui nous a permis de parler de sujets sociétaux importants, comme le racisme, la grossophobie ou les LGBT-phobies. Et sur un côté plus joyeux, TikTok nous a aussi permis de mettre en avant des communautés sur les réseaux sociaux. Donc par exemple, les personnes qui aiment beaucoup lire, comme les personnes qui se trouvent sur chaîne normalement et les petits qui passent par là et qui veulent juste parler de beauté. On arrive à vous, ne vous inquiétez pas. Mais les réseaux sociaux, ça reste les réseaux sociaux. Donc on va voir la vie et le corps fantastique de personnes qu'on ne connaît pas. Et voilà, deep down, au fond de nous, il y aura cette petite voix qui va nous comparer à ces personnes, qui va se dire pourquoi t'as pas autant d'abdos, pourquoi t'as pas ces jambes, pourquoi t'as pas, je sais pas, ce nez. Enfin bref, on se compare un petit peu trop. Et ça, je pense que c'est pour tout le monde. Il y a sûrement un truc, un jour, à un moment, où tu t'es comparé à quelqu'un que tu ne connaissais pas à cause d'Instagram parce que tu l'as vu sur ton feed. Et avec la pandémie, on a passé encore plus de temps sur quelque chose finalement qui nous matrixait déjà par rapport à notre rapport aux autres et par rapport à notre rapport au corps. Et c'est là où le merveilleux livre de Jennifer Padjemi, Selfie, tombe à pic parce qu'elle aussi, elle s'est dit qu'il y avait quelque chose qui clochait avec notre rapport au corps et elle a essayé d'enquêter sur ce petit phénomène. Donc je me suis dit pourquoi pas de partager les grandes réflexions que j'ai eues en lisant Selfie. Après quand même, petit disclaimer, ce que je vais dire ici c'est vraiment mon opinion, c'est une conversation que j'ai eue avec le livre, donc il n'y a pas de vérité absolue et surtout c'est des réflexions qui sont basées par rapport à mon expérience personnelle. Après oui, je vais partager quelques faits et si je partage des faits, les sources seront dans la description. Sinon, on peut tout de même discuter dans les commentaires. Les commentaires sont faits pour ça. Et j'avais beaucoup apprécié lors de ma précédente vidéo sur la beauté, avoir des personnes de qualité qui s'exprimaient dans le respect dans les commentaires où on pouvait échanger nos idées, nos opinions, même si on n'était pas d'accord. Donc moi, je dis, continuons comme ça. Bref, sur ce, prenez votre thé, votre café ou un truc à grignoter et on y va. Je vais commencer en te lisant un extrait de Selfie qui m'a convaincue dès les premières pages que j'étais tombée sur le livre dont j'avais besoin et j'espère du coup que ça va également te convaincre de l'acheter. Dans cet extrait du coup, Jennifer Padjemi va parler de l'importance de notre apparence lorsqu'on est en société et elle va dire cette phrase: l'enjeu implicite est de savoir ce que la personne en face de nous peut nous apporter socialement. Plus cette désirabilité sera considérée haute par l'autre, plus on aura de chances d'accéder à un statut à ses yeux. Donc on donnerait plus d'importance au physique qu'à l'apparence. C'est révoltant, je te l'accorde, mais c'est pas totalement faux. Quand je rencontre quelqu'un, perso, c'est vrai que la première impression que je vais avoir de cette personne va se baser sur son physique. Donc je vais regarder sa coupe, je vais regarder son maquillage, ses vêtements, et en fait c'est tous ces éléments physiques, tous ces événements visibles qui vont me permettre de me faire une idée de ce que cette personne est ou de ce qu'elle n'est pas. Et après, venez pas me shamer en mode blablabla, c'est pas bien, faut voir au-dessus des apparences, faut pas se baser sur la couverture, blablabla. Arrêtez de mentir, voilà, on va pas venir shamer Déborah ici. Ce comportement, en fait, c'est un biais cognitif qui s'appelle l'effet de halo. Donc voilà, c'est quelque chose qui existe, c'est quelque chose qui est documenté. Donc maintenant qu'on sait, que je sais, que tu sais, que notre cerveau peut nous induire en erreur sur une personne ou même sur un produit, on va juste essayer de ne plus tomber dans le piège. Ce que je retiens de tout ça, c'est que finalement, notre corps, ça peut être notre premier ambassadeur. C'est vrai que j'avais dit dans ma précédente vidéo sur la beauté
qu'il y avait des inconvénients à être beau. Mais du coup, aujourd'hui, je vais rééquilibrer la balance et vous dire qu'il y a plusieurs études, dont une étude de l'université de Harvard et une autre de l'économiste américain Daniel S. Amermesh, qui montrent que les personnes qui sont belles, ou en tout cas qui correspondent aux standards de beauté, auraient plus d'opportunités professionnelles, qu'elles seraient mieux payées et qu'en plus de ça, ce serait beaucoup plus facile pour elles de créer des relations amicales et amoureuses. Donc si le sujet t'intéresse, parce que c'est pas le sujet de la vidéo actuellement, j'ai repéré 3 études et je les ai mises dans la barre de description. Donc revenons à nos petits moutons. Ce que je disais, c'est qu'à partir du moment où on est conscient que notre apparence peut être un atout ou un handicap, voilà, tout dépend en fait où tu te trouves sur le spectre des standards de beauté, je comprends totalement qu'on souhaite rentrer dans un moule, qu'on suive des règles implicites pour montrer une image positive de nous. Et c'est là où je trouve que les réseaux sociaux ont amplifié ce vice. Parce qu'avant, on pouvait s'apprêter pour des événements spécifiques, donc par exemple pour aller au bureau, pour la rentrée ou même pour une rencontre. Mais maintenant, avec notre portable et les réseaux sociaux, on peut prendre ou être pris en photo à n'importe quel moment. Donc on se dit qu'on doit toujours être on flic au cas où il faudrait prendre une photo. Parce que déjà, être en schlag alors que son ami est bien habillé, tu vois, sans les photos, sans les réseaux sociaux, ça fout un peu les nerfs. Tu vois, quand toi t'es en schlag, la personne t'a pas prévenu qu'elle allait être en flic, ça fait mal au cœur. Mais imagine en plus de ça, la personne, ton ami, la personne que tu pensais être ton ami, te prend en photo alors que t'es en schlag et après la met en story. Mais c'est pas bien, enfin c'est pas gentil, tu vois. Toi t'es là, ça va au cœur. Imagine dans les stories de ta pote ou de ton pote, il y avait The Belle Gosse ou The Beau Gosse. Et donc là, la personne elle passe par là, elle regarde les stories, et bim, effet de halo, elle va voir ta dégaine, elle va se dire non, cette personne ne me donne pas de good vibes, je n'ai pas une bonne impression de cette personne, parce que regarde comment elle est fringuée, regarde son accoutrement, etc., etc. Donc parlons français. Parlons français. Cas réel maintenant. Pense à ton crush. Voilà, pense à ton crush. Imagine ton petit crush du moment, etc. C'est ton bébé, c'est ton doudou. Et maintenant, imagine que cette personne, quand tu l'as rencontrée, t'étais en sweat, jogging, claquettes, chaussettes. Est-ce que tu penses que cette personne t'aurait calculé ? Je ne pense pas. La deuxième chose qui m'a marquée et qui me semble être un peu le fil conducteur de la réflexion de Jennifer Padjemi, c'est qu'on est vraiment attaqué, matraqué, cerné par une certaine vision du mouvement body positive. Alors, sujet sensible, donc avant de venir m'insulter ou de mal comprendre mes propos, laisse-moi m'expliquer un petit peu, dérouler un peu mon idée et après, au pire, tu pourras me juger. On va commencer par la définition de body positive. Sur Wiktionary, on dit que c'est un mouvement social et une attitude qui vise à accepter tous les types de corps, mais également le sien. Puis après, quand je lis des articles qui expliquent comment adopter une attitude body positive, les réponses sont quand même assez mignonnes. On nous dit qu'il faut se faire des compliments, qu'il faut plutôt voir ce qu'on aime dans notre corps plutôt que de voir ses complexes, ou sinon de s'entourer de personnes positives. Perso, je sais pas comment les gens font pour être aussi positifs dans leur vie, mais écoutez, je salue l'initiative. La positive attitude. Et avant de dire ce qui me dérange, je veux quand même préciser que je suis consciente que ce mouvement a permis de parler d'énormément de maladies et de tabous autour du corps, comme la grossophobie, les vergetures ou même le psoriasis. Donc ça reste un mouvement qui se veut positif et progressiste. J'en suis totalement consciente. Mais aujourd'hui, quand on me parle du mouvement body positive, et en tout cas ce que j'en vois sur les réseaux sociaux, je suis tout de même très mal à l'aise. Et il y a une phrase dans Selfie qui, je trouve, explique bien ce que je ressens quand on parle du mouvement body positive. Donc Jennifer Padjemi dit « La positivité toxique liée au corps, c'est faire croire aux gens qu'en dépensant de l'argent pour améliorer leur physique, ils gagneront en confiance et seront plus heureux. C'est faire croire qu'une vision parfaite de soi existe quelque part et qu'il suffirait de jouer de subterfuge pour la trouver. » Et sincèrement, j'ai pas eu à chercher loin pour montrer un exemple de ce que je viens de lire. J'ai tapé hashtag body positive sur Instagram et parmi les 10 posts les plus populaires du hashtag, on avait 4 influenceurs fitness et on avait 2 coachs fitness. Et après, on avait le pompon sur la Garonne parce que parmi les 6 personnes, on avait également un coach body positive, super bien gaulé bien évidemment, qui t'annonçait dans sa bio pouvoir te faire prendre confiance en toi grâce au développement personnel et au sport. Et c'est pas tout parce que quand tu tapes body positive sur Instagram, dans le top 10 des hashtags, tu vas avoir body positive fitness et body positive yoga. C'est une recherche qui est légère,
On est d'accord, ça m'a mis genre 1 minute à tout casser sur Instagram. Mais le fait est, quand je suis sur Instagram, je trouve que le terme body positive, il est beaucoup trop souvent associé à du sport, à du yoga et de manière générale à des personnes bien foutues qui du coup ne sont pas supposées être la cible du mouvement, ou sinon j'ai rien compris à ce mouvement. Donc même si le mouvement body positive, ça prône le fait de s'accepter, d'être bien dans sa peau et en vrai tout simplement d'être heureux, j'ai l'impression qu'une fois qu'on est sur les réseaux sociaux, une fois qu'on est sur Instagram, ils vont essayer de nous montrer comment accéder à ce bonheur et ça va être grâce à une esthétique, ça va être grâce à un mode de vie et qui s'appelle finalement body positive. Et ce mode de vie, il inclut plusieurs activités dont le sport, l'application également de produits de beauté et un truc que je ne comprends toujours pas, le jeûne intermittent. J'ai que ces 3 activités en tête, mais peut-être que toi, tu penses à autre chose, à d'autres modes, à d'autres activités. Donc si c'est le cas, mets-le en commentaire et on va étoffer notre liste ensemble. Donc je disais, on va dépenser de l'argent pour prendre soin de notre corps. Donc ça va passer par une salle de sport, ça va passer par un coach et suivre des influenceurs fitness. Et peut-être même qu'on va acheter du merch de l'influenceur fitness en se disant peut-être que ça va nous faire mieux pratiquer. Alors qu'en vrai, deep down, au fond de nous, on n'est pas bête. On sait que c'est pas parce que tu as acheté un tapis à 70 balles que tu vas mieux faire du yoga. Genre celui de Decathlon à 20 balles, il est parfait en fait pour faire du yoga. Tu n'as pas besoin d'avoir ça pour voir plus de résultats. Mais, vous voyez, on est matrixé, on se dit peut-être, on sait jamais, dans le doute, j'achète quand même le tapis à 70 balles. Maman, je me mens à moi-même, des fois je triche un peu. Après, il y a également les produits de beauté. Donc, comme je disais, on va essayer d'avoir des fois une peau plus nette grâce à ces produits. Donc, pareil, on va dépenser 50 €, 100 € pour un truc comme as, 25 millilitres. C'est peut-être pas aussi petit, 25 millilitres, mais si c'est aussi petit que ça, 25 millilitres. Mais vous avez compris, on va dépenser vraiment une fortune pour avoir un petit flacon qui nous permet d'avoir une peau naturellement flic. Genre, c'est une beauté qui est supposée être sans effort, mais c'est sans effort pour tout le monde, sauf nos porte-monnaies. Parce qu'on n'en parle pas, en fait, d'effort des porte-monnaies, 100 € par-ci, 50 € par-ci, 75 € par-ci, etc., etc. À la fin, tu as toujours des boutons. Et la dernière chose vraiment qui me dépasse, c'est le jeûne intermittent. Parce que clairement, pour moi, c'est un régime, même si personne ne veut avouer que c'est un régime. Et les jeûnes intermittents, ils vont vraiment beaucoup me questionner parce que on va mettre énormément d'avantages derrière cette pratique. Donc on va nous dire que ça va nous permettre de gagner en productivité, que ça nous permet de booster la mémoire. Et bref, il y a tout plein d'avantages, même si là, il n'y en a que 2 qui sortent de ma bouche. Et jusqu'à présent, lorsque je vois des vidéos, par exemple des vlogs d'influenceuses lifestyle, à chaque fois dans la vidéo, il y a un moment ou un autre où on va revenir à parler du poids. Et au fait que le jeûne intermittent, finalement, ça leur a permis de perdre du poids. Donc, effectivement, ça rend productif, mais ça rend surtout productif, il me semble, la perte de poids. Donc voilà, malgré tous les avantages que le mouvement body positive a pu nous apporter, je ne peux pas m'empêcher de penser que le fait d'afficher les résultats de nos activités sur les réseaux sociaux, ça a un petit côté toxique. Je pense par exemple au fait d'afficher la perte de poids, comme je disais, donc ça va être grâce au sport ou grâce au jeûne intermittent, ou sinon le fait de montrer que notre peau est beaucoup plus belle grâce à X ou Y produit. Ce qui me dérange, je tiens à préciser, c'est pas qu'on montre qu'on est fier d'avoir atteint un objectif. On est content, on veut partager de la nouvelle, on veut en parler avec nos amis, il n'y a pas du tout de souci avec ça. Ce qui me dérange, c'est surtout qu'on se persuade que grâce à ces activités, on est une meilleure version de nous-mêmes et que ça se voit. C'est sympa de penser qu'on a évolué et il n'y a rien de mal à ça. Mais le fait d'associer le mouvement body positive à la réussite et aussi à un changement physique visible et validé par les réseaux sociaux, là, je suis désolée, mais ça me paraît un petit peu bourbier. Je sais pas ce que t'en penses, mais associer une meilleure version de toi à quelque chose qui est visible et validé par autrui, ça me paraît un petit peu chelou. Donc je trouve ça assez triste parce qu'on avait un mouvement et une plateforme qui aurait pu nous permettre de redéfinir les standards de beauté et du coup mettre en avant des corps et des personnes qui sont invisibilisées dans les médias traditionnels. Mais au lieu de ça, en fait, on a fait tout l'inverse. On a vidé le mouvement body positive de son sens, de son essence.
Et on en a créé une machine à complexes. Et ça ne crée pas uniquement des complexes aux influenceurs ou aux personnes publiques, parce que voilà, c'est ceux qu'on voit le plus faire par exemple de la chirurgie esthétique, mais ça crée également des complexes à des personnes comme toi et moi qui scrollent sur les réseaux sociaux. Et il y a un moment j'ai trouvé super intéressant dans Selfie de Jennifer Padjemi, parce que de base tout part de là. C'est un moment où elle va recueillir le témoignage d'une jeune fille qui trouvait ses fesses pas assez grosses. Et elle explique qu'elle a réussi à atteindre son objectif grâce à la démocratisation de la chirurgie esthétique, mais aussi grâce à toutes les petites combines qu'elle a pu trouver sur les réseaux sociaux. C'est un passage que j'ai trouvé super intéressant, mais ça m'a également vraiment inquiétée, vraiment alarmée, parce que je me suis dit déjà est-ce qu'elle aurait eu ce complexe si la mode n'était pas aux grosses fesses au moment où elle passait énormément de temps sur les réseaux sociaux? Et la deuxième chose qui m'a quand même pas mal troublée, c'est qu'à aucun moment elle évoque les conséquences de cet acte sur son corps. Alors vraiment, no shame sur cette personne, c'est pas du tout le but, mais j'ai été surprise de voir qu'elle avait une vision court terme du process qui lui permettait de prendre du poids, sans jamais penser aux conséquences sur le long terme. Et pour sortir du témoignage dans Selfie, j'ai quand même ce sentiment que c'est quelque chose de récurrent avec les trends du moment. Donc par exemple, je pense au buccal fat removal, donc la bichectomie, qui était tendance début 2023, il n'y a pas si longtemps, et dont on parle déjà plus trop. C'est une tendance qui a clairement percé. Pendant un moment, on ne parlait que de ça. T'as des personnes qui ont subi l'opération, puis après on s'est tous accordés à dire au bout de quelques semaines que c'était pas si ouf, et que voilà, on s'en foutait finalement, c'était pas un truc si beau que ça. Et du coup on n'en parle plus. Sauf que y a des personnes qui ont retiré le gras de leurs joues, et ces personnes vont devoir vivre avec cette absence de gras jusqu'à la fin de leur jour. Enfin, c'est un truc qui est permanent. Donc dis-moi si je suis seule dans mon inquiétude, mais est-ce que toi aussi ça t'inquiète de la facilité avec laquelle les trends finalement arrivent à nous créer des complexes? Et vu que cette inquiétude n'arrive pas seule, encore une fois, les personnes les plus impactées par toutes ces tendances, par toutes ces opérations, tous ces complexes qui se créent sur les réseaux sociaux, ce sont les personnes les plus jeunes. Et là, justement, il y a une enquête que je veux vraiment trop lire d'Elsa Marie et de Ariane Rioux qui s'appelle Génération Bistouri et qui est sortie en février. Et durant cette étude, elle essaie de comprendre pourquoi les 18-34 ans sont maintenant les personnes qui ont le plus recours à la chirurgie esthétique. Et pour finir, les dernières victimes à laquelle s'intéresse Jennifer Padjemi, ce sont les minorités. Parce que notre utilisation des réseaux sociaux va invisibiliser des personnes qui historiquement sont déjà invisibilisées et discriminées dans la vie réelle. Et je trouve ça vraiment super intéressant qu'on ait du contenu enfin franco-français qui s'intéresse à ces questions-là, qui s'intéresse au colorisme, qui s'intéresse au blackfishing ou même au texturisme. Généralement, c'est plus des études qu'on va récupérer des États-Unis. Et là, non, c'est Jennifer Padjemi, une personne noire qui a grandi en France, qui va s'intéresser à ces problématiques. Et je pense que c'est vraiment le point fort de ces réflexions et de ces enquêtes, parce qu'on a le point de vue d'une femme noire française. Vu qu'à l'heure que je vous parle, ça fait déjà 44 minutes que je tourne, cette vidéo est déjà beaucoup trop longue, j'espère que le montage va bien se passer, mais je vais uniquement parler de texturisme. Mais par contre, si la question du féminisme et du rapport au corps, du point de vue d'une femme noire t'intéresse, je t'encourage vraiment, vraiment, vraiment à lire les livres de Jennifer Padjemi, à lire ses articles. Et si t'as un petit peu la flemme, ce qui arrive, elle a également un podcast qui est terminé, mais qui reste intéressant, qui s'appelle Miroir, Miroir. Donc revenons au texturisme qui était mon exemple. Le texturisme, juste pour rappel, c'est une discrimination envers les cheveux crépus. Donc voilà, on aura des personnes qui vont comparer les cheveux crépus à des serpillères, à des balais à chiottes et tout plein de choses sympathiques qui sont supposées nous faire comprendre que les cheveux crépus sont moches. Ça se voit, ils sont trop ronds, donc ça c'est trop bien pour les cheveux qui sont secs au bout, qui sont vraiment un peu crépus, un peu comme un balai à chiottes, pardon de l'expression. Et les réseaux sociaux, ils auraient pu nous permettre de compenser ce type d'imbécilité en montrant que les cheveux crépus étaient vraiment divers et qu'il y avait énormément de boucles différentes. Donc on a des boucles très serrées et on a des boucles très larges qui vont tendre vers le frisé. Mais non, c'est ça qui est dommage. Les réseaux sociaux, au lieu de montrer la pluralité du cheveu crépus, on s'est retrouvé avec du contenu qui mettait en avant des cheveux crépus bien définis avec de belles boucles, etc. Ou comment tendre vers un cheveu moins crépus. Et là, vraiment, anecdote personnelle, story time très très courte, mais tu n'imagines même pas
le nombre d'heures que j'ai passé sur YouTube à l'époque des Nappy Girls, donc mi-2000, mi-année 2010, pour essayer de trouver des vidéos avec des personnes qui disaient avoir un cheveu 4C qui était finalement aussi crépus que moi ou mes amis. Genre tu cliques sur une vidéo, la meuf te dit j'ai un cheveu 4C, tu dis bah alors les cheveux crépus. Tu cliques, ces cheveux ne sont pas crépus, ils sont pas autant crépus que les tiens. Donc tu sors de la vidéo, tu sors, et puis après t'es là, tu cherches. À la fin t'es toujours pas coiffé, mais bon c'est pas grave. Tout ça pour dire que finalement, les femmes noires, elles avaient un espace, ou en tout cas elles semblaient avoir un espace pour s'exprimer et parler de leurs cheveux. Et avec le texturisme, les femmes noires avec les cheveux crépus se sont de nouveau retrouvées invisibilisées. Et vu que c'est pas le sujet de la vidéo, si tu es intéressé par la question du texturisme, je te conseille la vidéo de Pop Laura à ce sujet. Finalement, là où les réseaux sociaux semblaient nous permettre de nous réinventer, nous permettre d'être nous-mêmes, ils ont renforcé ces standards de beauté. Alors finalement, comment on fait pour sortir de cette boucle infernale? Valentine Petri, qui est une journaliste, a publié un article récemment qui s'appelle « Écran, mon bel écran » et elle propose dans cet article d'apprendre à dissocier notre image numérique de notre image réelle. Donc l'idée, ce serait d'accepter que l'image qu'on montre de nous sur les réseaux sociaux est fausse et donc qu'elle est différente de la vraie vie. Je trouve l'idée intéressante mais difficilement applicable parce que si notre version digitale est considérée comme une version améliorée, comme une version plus belle de nous, j'ai l'impression que ça créera toujours plus de complexes et qu'on continuera d'essayer à ressembler à notre image digitale, à notre nous filtré. Et vu ce qui est arrivé au mouvement body positive, je me dis que même une idée qui est saine et qui part de quelque chose de bien, on arrivera toujours en tant que société bien sûr à récupérer cette idée, à la vider de son essence et après à la monétiser pour la jeter en pâture et en faire quelque chose de bizarre. Donc je pense pas que la solution puisse uniquement venir de nous, c'est-à-dire les consommateurs. Le gouvernement a également un rôle à jouer. Et même s'ils réagissent assez tardivement aux sujets sociétaux, je trouve ça quand même assez positif que, par exemple, ils souhaitent réguler ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Par exemple, je ne sais pas si on a entendu parler, mais le gouvernement français souhaite interdire sur les réseaux sociaux la publicité de la chirurgie esthétique. Donc je me dis pourquoi pas réguler, mais aussi prévenir des dangers des réseaux sociaux sur notre santé mentale. Et après, voilà, on espère, en tout cas moi j'espère, que sur le long terme, on essaiera moins de changer notre corps en fonction des tendances et qu'on verra plus notre corps comme un partenaire sur toute une vie. Parce que de toute façon, ton corps, il est là que tu le souhaites ou pas. Donc autant qu'il arrive avec toi jusqu'au bout en bon état. C'est ce que j'espère pour tout le monde en tout cas. Mais du coup, en attendant ça, pour moi, la solution, ça reste quand même qu'on apprenne à se déconnecter le plus souvent possible des réseaux sociaux pour regarder un petit peu autour de nous et se rendre compte que peu de personnes, voire même personne, n'est aussi beau que sur notre fil Instagram. Dis-moi ce que tu penses du mouvement body positive et de son évolution au fil des années. Est-ce que tu penses que le mouvement body positive est toujours aussi sain ou est-ce que tu penses que c'est devenu un peu malsain? Et partage aussi en commentaire tes solutions pour sortir un peu de cette relation toxique qu'on a créée entre les réseaux sociaux et notre rapport au corps. Bref, j'ai plus de souffle, j'ai mal à la gorge, j'ai trop parlé, donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si t'es toujours là, j'imagine que oui, donc n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Sur ce, on se dit à la prochaine, je t'envoie des cœurs sucrés, tchuss!